Après 1000 ans de grande noirceur, tout d'un coup, l'humanité est renée, ou renaquie, ou renaissancée. La Renaissance, on entend souvent le mot, mais connaissez-vous bien la Renaissance? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, je vous propose un voyage à partir du milieu du 15e siècle à la Renaissance en 4 capsules. Nous allons commencer notre voyage en 1935 avec l'écrivain Stefan Zweig et son essai historique Maria Stuart. Je vous ai déjà parlé de Stefan Zweig, cet écrivain autrichien né en 1881 et mort en 1942. J'ai déjà fait une capsule sur Castillo contre Calvin et sur Fouquet. J'aime tout particulièrement les essais historiques biographiques de Stefan Zweig. Je continue à en lire, j'ai toujours un grand plaisir. Je réalise que Stefan Zweig avait un grand intérêt pour la Renaissance. Il a donc écrit au sujet d'Erasme de Rotterdam, dont je vous parle la prochaine fois, de Calvin et de Castillon, de Marie Stuart et donc d'Élisabeth. Il a écrit un livre maintenant qui me fascine maintenant que j'ai envie de lire, sur Magellan, qui paraît était son héros personnel, un livre sur Vespucci. Et donc il me semble qu'il était fasciné par la Renaissance et je peux très bien comprendre pourquoi. Une grande partie de la carrière d'écrivain de Stefan Zweig se déroule dans les années 30, il est à sa maturité. La Renaissance, c'est quoi? Et on va en parler dans les prochaines capsules. C'est une époque d'abord d'un grand humanisme avec des idéaux de paix, mais c'est aussi la grande époque de l'intolérance, des guerres de religion entre le protestantisme et le christianisme, des bains de sang. Et cette montée de l'intolérance, est-ce que c'est pas exactement ce qui se passait dans les années 30? Donc très souvent, en lisant ces textes historiques, on peut voir des remarques ici et là qu'on peut très bien rapprocher de la montée du nazisme et même peut-être de d'autres vagues d'intolérance qui ont lieu en ce moment. Donc, je vous parle de Maria Stuart qui a été publiée en 1935. Marie Stuart naît le 14 décembre 1542 de Jacques V et de Marie de Guise, une Française dont plusieurs frères sont influents à la cour de François Ier. Alors que Marie n'a que 6 jours, son père meurt et elle est donc reine d'Écosse à partir de l'âge de 6 jours. La régence sera assurée par sa mère, Marie de Guise, qui va l'élever en français selon les valeurs catholiques. Quand Marie a 6 ans, elle est envoyée en grande pompe à la cour de France où elle sera élevée. À l'époque, il y a une grande différence entre la cour de France qui est raffinée, cultivée. Catherine de Médicis y a fait venir la Commedia dell'arte d'Italie, les grands artistes d'Italie. La Renaissance est un mouvement qui a commencé en Italie. Alors que la cour d'Écosse est encore rustre, un peu grossière. En 1558, elle épouse François II, le futur roi de France, le dauphin, avec qui elle a été élevée un peu comme un frère. En 1559, tout d'un coup, Marie et François II se retrouvent roi et reine de France. Cependant, François II meurt 1 an plus tard, ils n'ont toujours pas d'enfants, et donc Marie ne peut pas rester reine de France ni régente. Marie de Guise meurt en 1550, et peu après, donc, Marie Stuart décide de retourner en Écosse pour véritablement être reine. C'est son demi-frère, un bâtard de son père, qui assure la gouvernance du royaume d'Écosse. Lui-même est protestant, fait des pressions pour que le protestantisme et le calvinisme s'imposent en Écosse, alors que Marie elle-même est fervente catholique. Donc voilà une grande tension déjà en Écosse dès Marie a 20 ans, dès le moment où il commence ses activités de reine. D'autre part, plusieurs des grands barons qui sont là à l'époque, chacun veut défendre ses intérêts, on n'aime pas vraiment cette jeune reine. Ils font une grande pression sur la jeune Marie. Ils veulent absolument qu'elle se marie, qu'elle se remarie, et là il y aura des tensions, des négociations. On peut pas faire l'histoire de Marie Stuart sans parler d'Élisabeth Ier. Il y a une immense rivalité entre ces deux cousines pendant toute leur vie et le destin de Marie Stuart est étroitement lié à ce qu'en aura fait sa cousine Élisabeth. Il faut comprendre aussi que Marie Stuart est la 3e en ligne pour le trône d'Angleterre. Henri VIII est connu pour avoir d'abord épousé Catherine d'Aragon, avec qui il a eu une fille, Marie. Il a essayé d'obtenir une annulation du mariage par le pape quand le pape n'a pas voulu. Alors, Henri VIII s'est séparé de l'Église catholique, il s'est joint à la Réforme, il a épousé Anne Boleyn, avec qui il a eu Élisabeth. Anne Boleyn l'a trompé, il l'a fait assassiner, il a déclaré Élisabeth bâtarde. Bon, il y a eu 6 autres femmes. Ensuite, il y a eu son fils qui a
pas régné très longtemps. Quand il est mort, c'est d'abord Marie qui a pris le pouvoir. Ça a été la Bloody Mary en Angleterre. Elle a rétabli le catholicisme par un bain de sang. Et enfin, le trône se retrouvait avec Élisabeth, désignée comme bâtarde. Elle n'aurait pas dû être reine. Et elle a quand même pris le pouvoir parce que c'est une femme politique, diplomate. Mais dans la liste de succession se retrouvait très rapidement Marie Stuart. Les deux cousines s'écriront. Auront une grande correspondance, en fait, ne se rencontrera pas de leur vie en personne. Cette correspondance, en français d'ailleurs, sera toute flatteuse. Ah, ma chère sœur, ma chère cousine, mais en même temps, en dessous, il y a des manigances. Élisabeth qui se mêle du second mariage de Marie, et ainsi de suite. Bon, je vous laisse les détails, le deuxième et le troisième mariage de Marie, comment elle aurait trempé dans l'assassinat de son deuxième mari parce qu'elle avait déjà un amant qui deviendra le troisième, comment Élisabeth magouille là-dedans, vous aurez tout ça ici. Ce que moi j'ai beaucoup apprécié là-dedans, c'est ce portrait psychologique, les descriptions de ces femmes-là. Je trouve ça fascinant qu'à une époque où il y avait peu de femmes au pouvoir, on se retrouve avec 2 femmes au pouvoir en Europe, et elles se sont fait la guerre pendant toute leur vie. Vous savez peut-être, même si vous n'avez pas une connaissance élaborée de Marie Stuart, qu'elle a passé les 40 dernières années de sa vie emprisonnée en Angleterre par sa cousine. Il y a quand même des choses intéressantes que moi je ne savais pas sur ces années-là. Ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est le portrait qu'il dresse des 2 femmes qui s'opposaient pratiquement en tout. Élisabeth, politique, calculatrice, diplomate, elle avait toujours le moyen de dire quelque chose en se ménageant une sortie, en ne s'engageant pas trop. Et Marie, de l'autre côté, a un côté frivole, peu intéressée par la gestion de son royaume, alors qu'Élisabeth était davantage. Et selon Zweig, les grands moments de détermination politique de Marie, c'est presque des coups de tête, c'est des moments où elle était prise dans un coin et tout d'un coup elle est frondeuse, elle prend une action politique forte et déterminée et des grands coups d'éclat qui l'aideront à établir et à garder son pouvoir. Malheureusement, elle n'a pas la plus grande détermination. Elle fait un geste d'éclat qui a un grand effet, mais par la suite ça ramollit. Et c'est peut-être un peu le tragique de l'existence de Marie Stuart. Ce que Zweig fait remarquer, c'est que Marie Stuart c'est une héroïne tout à fait romantique qui sera célébrée par les poètes, dont Ronsard déjà, Schiller, et d'autre part, il y a peu d'œuvres littéraires qui célèbrent Élisabeth, qui est davantage étudiée du côté de l'histoire, de la diplomatie et de la politique. Stefan Zweig ne fait pas des essais historiques avec beaucoup d'événements. Zweig se concentre d'abord sur les relations entre l'individu et le milieu. Marie Stuart et les nobles écossais, la tension entre la réforme et la contre-réforme. Le deuxième aspect qui est très prégnant dans les essais historiques de Zweig, c'est la psychologie. Ce qui intéresse Zweig, c'est de comprendre le fonctionnement d'une personne, pourquoi ses réactions, comment la personne vit les événements historiques, et c'est ce qui est dominant dans Marie-Antoinette, dans Marie Stuart, dans Erasme de Rotterdam. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que régulièrement, il y a des passages, il y a des phrases où il fait des observations qui sont véritablement beaucoup plus larges que ce dont il parle précisément. Des observations sur l'histoire en général, sur le pouvoir en général, sur la tolérance par exemple. Donc il y a quelques phrases où on comprend très bien qu'il ne parle plus que de la Renaissance et de Marie Stuart, mais bien aussi du 20e siècle. C'est pour ça, si vous aimez l'histoire, si vous avez aimé d'autres romans de Stefan Zweig, je vous propose de lire ce Maria Stuart. Quelles autres œuvres vous connaissez sur cette reine romanesque qui est Maria Stuart? Est-ce que vous avez de facto une sympathie pour elle et une antipathie pour Élisabeth? Parce que c'est souvent ce qui arrive à force de regarder des séries ou des films. Est-ce que vous avez lu ou aimé ceci? N'oubliez pas de vous abonner à ce canal et allez jeter un coup d'œil si vous êtes sur Instagram au canal Verbomoteur. Je vais partager des photos de mes livres. Parfois, c'est citations que je copie sur mes petites cartes pour aller joindre ma pile de phrases et de passages que j'aime bien. Et d'ici la prochaine fois, bonne lecture.